Donc, chère communauté, chers amis, on va écouter 3 sons de cloche. Le son de la cloche est une invitation pour nous à revenir à notre respiration, connecter à notre respiration. On peut être clair, en même temps pas très clair sur ce qu'on a envie de faire. Donc tout ce qu'on veut, c'est être présent. Et la pratique qu'on génère ici nous permet de faire ça. Il y a toujours un très beau silence le matin. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde, on peut tous toucher ce silence qu'on a à l'intérieur de nous et autour de nous. Et ce silence est très guérissant. Donc tout revient à revenir à notre respiration qui vient à l'intérieur et à l'extérieur. On peut fermer nos yeux ou les garder ouverts. C'est comme on veut. J'inspire. Je suis en contact avec ma respiration. J'expire. Je suis en contact avec mon expire. Chère taille respectée, chère communauté, bienvenue à notre retraite Wake Up Humanité, qui est aussi l'anniversaire des 40 ans du village des Pruniers. Cette année marque 40 ans de l'établissement du village des Pruniers, mais en réalité ça a commencé beaucoup bien avant. Ça a commencé avec notre maître Thich Nhat Hanh, qui a grandi au Vietnam pendant la guerre. Et tout autour de lui, il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de désespoir, beaucoup de morts et beaucoup de sentiments de perte, de perdition. Mais un jour, il a trouvé une couverture d'un magazine avec un Bouddha, et l'artiste avait fait un très bon travail car il avait dessiné le Bouddha d'une manière qui exprimait la liberté et la fraîcheur, qui exprimait le calme aussi. Et le petit garçon, ça l'avait marqué beaucoup, car autour de lui personne n'était comme ça. C'est quelque chose qui l'avait profondément touché tout au fond de son cœur. Et il s'est dit, je veux être calme comme lui. Je veux avoir un sourire comme lui. Même si c'est au milieu de la souffrance. Même si c'est au milieu de toute cette confusion. De toute cette souffrance. Et donc, ça a réveillé une graine en lui. Une graine d'amour. On appelle ça bodhicitta aussi. L'esprit d'amour.
Nous savons que chacun d'entre nous, nous avons cette graine. On a cet esprit de débutant, cet esprit qui souhaite et qui a envie d'aimer. On veut être aimé et en même temps, on veut aussi offrir de l'amour. C'est une condition humaine. Quand on dit réveille-toi, humanité, on ne parle pas seulement de l'humanité à l'extérieur, mais on parle de cette humanité-là à l'intérieur. Chacun d'entre nous. Nous devons nous réveiller chaque jour un peu plus. Et nous éveiller à quoi? À l'amour qui est là en nous. Durant cette retraite, nous avons l'opportunité d'être plus présents. C'est une pratique qui est très simple, mais très profonde. On l'appelle le pouvoir de la présence. Quand on veut être là pour quelqu'un, pour exprimer notre amour, la plus belle offrande, c'est notre vraie présence. La manière dont on regarde quelqu'un dans les yeux, offrant notre véritable présence, c'est déjà un cadeau. Mais nous avons cette habitude d'être pris dans notre esprit, dans notre mental, qui court vers le passé, vers le futur, et qui nous emporte, comme par exemple nos énergies d'habitude. Et une très célèbre, c'est l'inquiétude. C'est pas une mauvaise chose de s'inquiéter. Ça veut dire aussi qu'on a envie de s'intéresser ou de prendre soin. Mais souvent, on devient les propres victimes de nos inquiétudes. Et on se perd dans les inquiétudes elles-mêmes. Notre pratique, c'est de reconnaître « Oh, wow, je suis pris dans mes soucis, dans mes inquiétudes, et je souris. » Et là, je me demande « Tiens, quelle est la source de cette inquiétude ?» Parfois, on a ce sentiment de souci, d'inquiétude, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient. On a une habitude très profonde de courir, d'échapper vers le futur ou de retourner vers le passé. Ou même de tourner en rond dans le présent. Parfois, je me demande de quoi j'essaye de m'échapper. Et je ne sais pas, mais j'ai cette énergie. Et je reconnais, oh, c'est un sentiment de ne pas être assez. Je cherche quelque chose à l'extérieur de moi qui pourrait couvrir ce sentiment de vacuité en moi, de vide. Je vais essayer d'attraper une conversation ou une image sur un des médias sociaux, ou juste pour sentir que je fais quelque chose. Notre pratique, dans la tradition zen, il y a 2 ailes à la méditation. La première, c'est seulement commencer à apprendre à stopper, à s'arrêter. Ce n'est pas seulement le corps, mais identifier où est parti mon mental, mon esprit, et de le reconnaître. Et on ne devient pas en colère après nous parce qu'on est parti ailleurs, mais on sourit à cette énergie, cette habitude d'être toujours ailleurs. Et on revient à notre inspiration, à notre expiration, et on laisse la respiration être notre fondation, notre refuge. Alors, on peut ramener notre énergie d'habitude et nos sentiments à l'intérieur, les ramener à la maison. Il y a un véritable pouvoir dans la respiration. J'espère que chacun d'entre vous peut
devenir un peu plus amical avec votre respiration. Cette respiration, elle est toujours avec nous. C'est un véritable ami. On respire tout le temps, mais on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience que c'est notre meilleur ami. Et la beauté, c'est que vous n'avez pas besoin de croire au bouddhisme ou être religieux pour pratiquer la respiration. Parce que la respiration, c'est la vie. Et la pratique de l'arrêt, c'est de pouvoir se connecter plus à la vie. On entre en contact avec la respiration à chaque moment de notre temps ici. C'est très ambitieux, mais on va s'offrir du temps dans la journée où on peut juste prendre une pause et regarder à l'intérieur. Et la meilleure façon de le faire, c'est de commencer par la respiration. C'est aussi un langage, la respiration. Si on est en colère, la respiration est particulière. Si on est anxieux, la respiration est très courte. Si on est fatigué, la respiration est lourde. Et quand vous êtes présent et en paix, votre respiration est beaucoup plus légère et profonde. Écouter la respiration, c'est aussi apprendre à s'écouter soi-même. Nous avons dans la pratique des éléments pour nous ramener, pour nous rappeler. Par exemple, le son de la cloche est une invitation pour nous de revenir et d'écouter notre respiration, de prendre conscience. On a déjà commencé à pratiquer ça depuis que nous sommes arrivés. Si on est nouveau au village des Pruniers, vous entendez la cloche, vous voyez tout le monde s'arrêter, vous ne savez pas quoi faire. Sachez que c'est ça qu'on fait. On apprend à revenir à la maison, à nous-mêmes. Et nous devons continuer à apprendre à revenir à nous-mêmes. Parce que c'est une nouvelle habitude qu'on voudrait cultiver. Revenir à la maison, c'est un art. Et cette vision profonde, ces deux phrases que vous avez déjà vues en arrivant au hameau du Haut. La phrase « Je suis chez moi, je suis arrivé ». Je suis chez moi, je suis arrivé. Ces deux phrases, c'est une fleur. C'est une fleur de vision profonde de notre enseignant, Thai. En tant qu'activiste pour la paix, quand il était jeune moine, il ne voulait pas seulement se sentir confortable dans le temple où il était, alors qu'il y avait tellement de destruction et de guerre autour. Il s'est demandé, qu'est-ce que je peux offrir ? Il a regardé profondément à l'intérieur. Et ce que je peux offrir, c'est la paix qui n'est pas là. Et la paix ici, c'est pas quelque chose forcément qui agit à l'extérieur, mais c'est une manière d'être, de servir là où je peux servir. Montrer que dans cette humanité, il y a encore ceux d'entre nous qui marchent sur le chemin de la non-violence, de la réconciliation, de l'amour. Il a commencé un mouvement avec des jeunes activistes, des activistes pour la paix. Je ne sais pas si j'utilisais ce genre de langage, mais vous savez, sa première communauté, c'était que des jeunes comme vous. C'était ceux qui ne voulaient pas prendre une arme et rejoindre la guerre. Mais ils voulaient apprendre, aider pour reconstruire les villages, prendre soin des orphelins, prendre soin de ceux qui souffrent. Et c'est devenu la graine du village des Pruniers. C'est devenu le mouvement de ce qu'on appelle le bouddhisme engagé. Pour nous, le bouddhisme,
Ce n'est pas un enseignement seulement, ce n'est pas une formation, mais c'est une manière d'être, de cultiver l'amour, la paix, la tranquillité à l'intérieur. La paix est possible. Puis la paix est présente quand on peut toucher cette stabilité intérieure, ce silence en nous. Dans la peine, dans le chagrin, il peut y avoir de la paix. On peut le voir comme capacité à développer notre amour. J'ai du chagrin parce que j'ai de l'amour. J'ai des larmes. Et ces larmes sont l'expression de ma connexion avec mes bien-aimés, avec l'humanité tout entière. Si on reconnaît dans cette tranquillité, dans cette paix, que nos larmes ont besoin de couler, ne le voyez pas comme une faiblesse, comme quelque chose qui serait émotionnel. Parce que les émotions font partie de nous, c'est une expression de qui nous sommes. Et on peut sourire même quand on pleure. On peut sourire quand les larmes coulent. Je suis chez moi, je suis arrivé. C'est l'art d'être en contact avec l'ici et maintenant. En tant que jeune activiste, notre enseignant est allé aux États-Unis, en Europe, pour faire un appel à la paix, pour essayer d'éveiller les consciences. À cette époque, il n'y avait pas autant de médias sociaux qu'aujourd'hui et beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qui se passait là-bas, au Vietnam. Ils voulaient représenter la voix d'un moine vietnamien qui partage sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on veut vraiment. Et à cette époque, c'était très confus. Soit tu es pour le nord, soit tu es pour le sud. Mais lui, il a décidé d'être au centre et de ne pas prendre parti. Je ne veux pas représenter le nord ni le sud. Je veux représenter l'amour et la paix. Et comme les deux parties se sentaient menacées, ils ont décidé de l'exiler du Vietnam. Et quand il a appris ça, qu'il ne pourrait plus revenir au Vietnam, il est tombé dans un désespoir très profond. Un sentiment de perte, sentiment de solitude. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ma communauté, mon soutien, tous ceux que j'aime, ceux que je comprends et qui me soutiennent et qu'ils ne sont pas là. Il nous a partagé cette histoire à nous, ses étudiants. Il a dit, c'est comme une cellule du corps qui a été mise à part, mise de côté. Et cette cellule, elle peut juste s'assécher. Mais par chance, il a trouvé le sutra du discours de la respiration en pleine conscience. Il a appris à prendre refuge dans la respiration. La respiration devenant son ancre, son ancrage, sa stabilité. Chaque fois qu'il avait ce sentiment de perte, de désespoir qui revenait, il revenait à sa respiration, il posait ses mains sur son ventre, ressentait la respiration. Et ce n'est pas penser à la respiration, c'est vraiment être avec la respiration. Ce qui nous permet d'être complètement en contact avec la vie à l'intérieur de nous. Et pendant qu'il pratiquait cette respiration en pleine conscience, il a eu cette vision profonde. Où est la maison? Où est ma maison?
Et la maison, ce n'est pas une destination, un lieu quelque part au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. C'est dans le moment présent. À cet endroit où je peux être libre et vraiment présent à moi-même. Même si je ne peux pas revenir chez moi au Vietnam, mais ces nouvelles conditions peuvent devenir ma maison. Et c'était ça la clarté qu'il a eue à ce moment-là. Chaque pas qu'il pratique, chaque respiration en pleine conscience, le ramène profondément dans l'ici et maintenant. Et quand vous avez cette capacité à être en contact avec l'ici et maintenant, vous vous sentez plus libre. Votre destination, ce n'est pas ici ou là-bas. La destination, c'est le présent. Ici et maintenant. Nous avons tous cette capacité de présence. C'est ça notre vraie beauté. Nous sommes tous des fleurs dans le jardin de l'humanité. Et la beauté, c'est que toutes les fleurs sont différentes. Et on peut sourire à cette conscience en nous. Même si on a encore des défauts, des difficultés, c'est aussi la beauté. On peut sourire à cette souffrance en nous, à la douleur en nous. Reconnaître, j'ai en moi cette souffrance, cette douleur. C'est ça qui nous rend humains. Et ça, dans le bouddhisme, on l'appelle une noble vérité, une vérité noble. C'est la première. La première noble vérité, c'est l'existence de la souffrance. Et ça, c'est universel. Ma pratique est la pratique du sourire en pleine conscience. L'art de sourire. Et ce sourire ici, c'est pas un sourire pour quelqu'un, c'est un sourire pour moi-même. Vous avez déjà expérimenté quelque chose d'aussi délirant? Ouais? Au lieu de me punir, d'avoir encore plus de complexes d'infériorité, je souris à mes bêtises, à mes erreurs. Je souris à ma souffrance. Ah, merci, souffrance. Je sais quoi faire et quoi ne pas faire. Et ce sourire, c'est une expression de la reconnaissance. On n'a pas besoin des autres pour seulement nous reconnaître. Nous avons à nous reconnaître nous-mêmes là où nous sommes. Nous avons une île intérieure. Cette île intérieure, c'est un endroit où on peut apprendre à être en paix à l'intérieur de nous-mêmes. En revenant à nous-mêmes, par exemple maintenant, ça peut être un peu effrayant d'être avec ce silence. C'est vrai que ça peut être un peu effrayant. Parce que quand on revient à la maison, en soi-même, on peut s'apercevoir peut-être que notre mental est très bruyant. C'est cette radio qui fonctionne sans arrêt. Alors on peut sourire à cette radio intérieure. Je vais apprendre à changer de station, à régler l'accordage avec cette radio. Et ça, c'est la respiration qui nous aide. Dans la méditation assise, quand j'inspire, j'entends le son de la cloche. J'expire. Je vais apprécier la respiration avec chacun.
Être calme, c'est aussi une manière de se reposer. On a eu quelques années difficiles. D'être coincé, ça nous rappelle notre agitation. Et notre pratique, c'est d'apprendre à être calme. Être calme, c'est pas être rigide. C'est d'apprendre à être, juste de s'asseoir, juste d'être debout. Et de ne pas avoir à courir après une conversation ou un projet. Ou d'avoir un sentiment de devoir faire quelque chose. On reconnaît cette énergie, que j'ai besoin de faire quelque chose. Et à la place, on apprend à apprécier, à être. C'est ce dont on a besoin de plus aujourd'hui. Dans le calme, on a aussi la force d'apprendre à faire. Mais si on est toujours sous l'habitude de courir, notre énergie va perdre en puissance. Et on aura moins d'énergie pour faire ce qu'on veut réellement faire dans la vie. Et donc notre pratique est de trouver la voie du milieu. Mais il y a certains jours qui ne sont pas longs, mais qui ne sont pas courts non plus. Donc si on aspire à remplir notre journée de présence, on doit apprendre à être là pour nous-mêmes. Ne sous-estimez pas les pauses entre les activités d'une journée, entre le Dharma Sharing et le Dharma Talk. Les pauses sont vraiment utiles. La manière de marcher peut nous permettre de revenir au présent. Cette pratique, la méditation marcher, est tellement profonde et tellement difficile. Et je partage ça aussi en tant que moine qui a pratiqué pendant longtemps. Et des fois, je me surprends moi-même à courir, à me dire, je me dis moi-même, mais de quoi est-ce que je m'enfuis? Pourquoi est-ce que je cours? Et je me rappelle que je suis dans un voyage, mais que je ne sais pas où je vais. Et donc, je reviens et je ressens mes pas. Et je réapprends à ralentir. C'est aussi une façon de réadapter notre habitude de courir, de la calmer. La méditation marcher, normalement, on pense que la méditation est assise et regarder un mur et n'avoir aucune émotion. C'est une fausse perception. La méditation qui peut être mise dans chaque pratique de la vie, dans chaque activité, sans exception. La méditation peut toujours être présente. Quand on marche, on est en train d'imprimer quelque chose sur la terre. On est en train d'imprimer nos actions. On nous imprime nous-mêmes. Quand on est en colère, on imprime notre colère, nos pas de colère, nos émotions de colère. Mais on peut aussi générer la pleine conscience pour embrasser la colère, embrasser la tristesse, embrasser l'émotion qui est présente. On n'est pas ici pour supprimer. On est là pour reconnaître et embrasser, accepter. Mais on peut utiliser la pratique pour nous aider à embrasser. Quand on est dans un état d'émotion difficile, c'est dur d'être calme. Donc il faut mettre la pratique en action.
La méditation marché est une manière d'appliquer notre attention à chaque pas qu'on fait, juste pour être sûr qu'on fait un pas gauche, un pas droit. Et il y a une manière de se relâcher, de se détendre dans la marche. On peut se sentir notre corps entier dans chaque pas. Pendant que j'inspire, je peux me rendre compte qu'il me prend 4 ou 5 pas pour marcher, pour faire une inspiration. Et pendant que j'expire, je peux me rendre compte que ça me prend 4 ou 5 pas d'expirer. Et juste de sentir les pas que je fais sur cette terre, juste cette sensation de faire un pas est une pratique qui peut nous aider à être plus en vie, à nous sentir plus en vie. Après être assis devant un écran devant longtemps, nos sentiments deviennent un peu paralysés. Et le simple sentiment de notre mouvement pendant les méditations marchées, si on est confortable, peut nous aider. On nous encourage à marcher pieds nus, car ça permet de beaucoup mieux sentir la terre. Et ça nous met dans un état d'esprit qui est très important pour l'humanité, d'être plus attentif dans la manière dont on impacte notre environnement. Et on pense que l'environnement est à l'extérieur de nous. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est que on fait partie de cet environnement. Parce que si on autorise juste la nature à être, la terre-mère a des visions profondes tout au fond de nous. Elle veut nous réparer. Mais notre avidité d'être humain, de toujours vouloir plus et plus, nous prend en dehors et nous font prendre les ressources de la terre-mère. Donc la méditation marchée est une manière pratique d'être vraiment en contact avec la nature, car on n'a pas à prendre de ressources et on peut être en contact avec cette planète belle. On peut laisser la terre-mère nous guérir. Rester calme, écouter les oiseaux. Vous savez qu'on a loué tous ces oiseaux pour qu'ils chantent pour nous. On a un engagement à long terme avec eux. Si vous ouvrez vos yeux et vos oreilles, vous allez les entendre quasiment chaque minute de la journée. Parfois, on a aussi les grenouilles. Donc on a une symphonie complète. Je me demande qu'est-ce qu'ils racontent. Il y a des moments tellement beaux quand on est dans cette écoute. Et dans ce même esprit, je vous invite à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui est présent pour moi? Et sourire à ces sensations, à ces sentiments. Et certaines sensations comme la gratitude ou une joie simple, essayons de rester avec. Pourquoi j'ai cette gratitude? D'où elle vient? Et je peux la nourrir. Je peux nourrir cette joie, nourrir cette stabilité par ma conscience. Ces pratiques qui nous permettent d'être beaucoup plus présents
peuvent nous permettre d'aller très loin. Elles nous donnent cette capacité d'être avec quoi que ce soit qui se manifeste en nous. C'est ça l'art de la pleine conscience, dans l'ici et maintenant, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais n'essayez pas d'être pleinement conscient de tout. C'est trop ambitieux. J'ai essayé, ça ne marche pas. La pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Quand vous pouvez être pleinement conscient d'une chose, il y a une connexion avec les autres choses autour. Faites une chose bien et vous apprendrez à faire beaucoup de choses bien. Marcher n'a pas besoin d'être trop lent. Mais parce que nous avons une telle habitude de courir, que cette manière d'ajuster et de revenir à la présence nous demande de ralentir. On peut marcher naturellement et en étant naturel, et on touche la terre avec nos pas, on rentre en contact avec la communauté, les arbres. Quand je vous vois tous ici, je me sens rempli de gratitude, très heureux, parce que il y a ceux d'entre nous qui veulent s'éveiller et générer un sentiment de connexion, de pleine conscience, d'amour, de compassion, dont on a tellement besoin. Quand on est ici, on peut prendre refuge dans la pratique de la communauté, dans la pratique de ceux qui sont autour de nous. Peut-être on n'a pas encore tout à fait la force intérieure qui peut nous permettre de nous asseoir avec nos sentiments. On peut dire intérieurement, chère communauté, s'il te plaît, soutiens-moi. Soutiens-moi dans ma pratique. Respire avec moi. Et si vous avez une émotion qui tape à la porte et qui veut se manifester, vous pouvez sentir que peut-être vous ne pouvez pas l'accueillir par vous-même. Élargissez votre attention à la communauté qui est présente et vous pouvez dire à ce moment-là, chers amis, respirez avec moi. À chaque fois, avant un enseignement, mon cœur se met à battre très très vite. Il y a des papillons intérieurs qui se manifestent et je deviens très nerveux. Et à ce moment-là, je pratique revenir à mes pas. Reconnaître l'anxiété et j'invite ma communauté à être présente. Mon enseignant, et je vois, je sens qu'il est là en moi et je canalise cet intérêt. C'est la vision profonde que tout est connecté, que tu ne peux pas être par toi-même. Tu dois forcément interêtre. On peut tous ensemble méditer sur la présence de cette orchidée ici. Elle est tellement belle cette orchidée. Ses couleurs, sa fraîcheur. Et on peut lui demander à cette orchidée d'où est-ce que tu viens. Et l'orchidée nous dira je viens des conditions, de toutes les conditions qui sont venues ensemble et qui ont permis de me former. Quand on regarde l'orchidée, on peut lui dire que c'est vrai, qu'elle ne pourrait pas être toute seule. Elle a besoin de beaucoup de conditions
Et l'orchidée nous dit ça. Merci au jardinier, au jardin. Elle a une chance de se manifester. Merci au soleil. Grâce au soleil qui a pu le rentrer à l'intérieur, elle a pu se manifester. Grâce aux nuages qui lui ont donné de la pluie et de l'eau, elle a pu se manifester. Grâce au sol aussi. Au sol, la terre, la boue qui a pu être là et lui donner des nutriments. Elle a pu se manifester, cette orchidée. Et la fleur nous dit, je ne peux pas être toute seule. J'ai besoin d'interagir avec tout ce qu'il y a autour de moi pour me manifester. J'ai vraiment besoin de tout cet intérêt pour me manifester. Et l'orchidée peut nous dire, tu te rappelles tout ce que tu as jeté dehors, tout ce dont tu n'as plus besoin, pour moi ça peut être des nutriments pour revenir en vie. Et tous ces nutriments que tu as jetés dehors, moi je peux les utiliser pour avoir plus de vie. Et quand on regarde à nous-mêmes, on peut aussi voir la même chose, que nous connecter à nous-mêmes. Dans la main, avec les yeux de la méditation, la deuxième aile qui est de voir profondément, je peux voir que je ne suis pas que moi. Je peux dire bonjour ma mère et bonjour mon père et bonjour tous mes ancêtres et bonjour tous mes ancêtres spirituels et tous mes ancêtres de la terre. Merci à toutes ces conditions merveilleuses. Je respire. Et quand je regarde ma souffrance, je peux voir toute la souffrance du passé qui passe à travers toute cette souffrance. Et je peux apprendre à voir toute cette souffrance qui passe à travers moi. Et je peux voir la souffrance dans la personne qui m'a causé de la souffrance. Et parce que j'ai cette vision profonde, la compassion peut se manifester. Et en premier, toujours en premier, je me donne cet amour à moi-même. Offrez-vous de l'amour à vous-même. Et principal, c'est un art. On est ici pour reconnaître la beauté à l'intérieur de nous-mêmes. La beauté et la boue à l'intérieur de nous. Donc avec cette vision profonde, on peut voir que le bonheur et la souffrance vont ensemble et ont besoin l'un de l'autre, main dans la main. Et on peut souffrir moins parce qu'on sait comment prendre soin de soi-même. Et on n'a pas besoin de créer plus de souffrance, parce qu'il y a déjà beaucoup de souffrance. Juste revenir à soi-même. On peut reconnaître ces énergies d'habitude, de la souffrance qui nous ont été transmises. Il y a des périodes, on est en contact avec une souffrance et on se demande bien d'où elle vient, cette souffrance. Mais si vous regardez plus profondément, vous pouvez avoir plus de clarté. La première fois que je suis venu au village des Pruniers, quand j'ai commencé à sentir l'aspiration de devenir moine, il y avait un entraînement à la modération pendant le repas. Mais quand j'étais en train de faire la queue, spécialement avec la nourriture frite, tofu, je prenais toujours plus que ce dont j'avais besoin. Et à chaque fois, je souffrais. Parce que je n'arrivais pas à finir. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais ça à moi-même? Pourquoi je prends toujours plus que ce dont j'ai besoin?
J'ai regardé. J'ai grandi avec des meilleures conditions que mes parents. Mais j'ai vu, c'est la peur de mes parents quand ils ont traversé la guerre. Ils n'avaient jamais assez à manger. Leur esprit était toujours tourné vers « j'ai besoin de nourriture pour survivre ». Cette expérience, cette souffrance m'a été transmise en tant que leur continuation, leur enfant. Et quand je reconnais ça, je me suis senti tellement libre et tellement heureux parce que j'ai touché la racine de cette habitude, cette peur de ne pas avoir assez. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous devons pratiquer pour le transformer. Avec cette vision profonde, j'ai aussi compris que je pouvais transformer ça pour mes parents. Mon père était un réfugié qui a quitté le Vietnam après la guerre. Il a été confronté à beaucoup d'anxiété et de peur de mourir. Parce qu'il est allé sur les boat people et donc ça c'est qui tout double. Et beaucoup plus tard, il a souffert du syndrome post-traumatique. Et quand il a souffert, comme il souffrait en tant que son fils, j'ai aussi souffert. Et quand je pratique, je prends soin de mon monde intérieur. Et avec ma propre stabilité, je peux venir auprès de mon Père, je peux regarder sa souffrance. Et on peut la regarder ensemble. Et je peux mettre en pratique la pleine conscience du moment présent. Père, tu sais, maintenant, nous avons assez. Nous sommes dans un espace sécurisé. Tes enfants sont devenus adultes. On peut te soutenir maintenant. Et il a pris ça, il a compris. Mais je dois lui rappeler régulièrement, et encore, et encore. La pleine conscience, c'est toujours de se rappeler encore et encore. Ça, c'est la pleine conscience. Notre pratique, c'est pas une chose qu'on fait une fois. On ne dit pas, ok, ça c'est validé, c'est bon, après avoir fait la retraite, ça y est, ça c'est fait. C'est un voyage continuel. Quand j'ai compris que j'allais devoir prendre soin de cette habitude de mes parents, pour mes parents, j'ai vu que ma pratique, ma transformation, c'est aussi la leur. Chaque fois que ce sentiment d'avidité, de ne pas avoir assez, je dis « Hello maman, hello papa, je sais que tu es là et je vais transformer ça en moi. » Et je continue à pratiquer ça aujourd'hui. Et quand on pratique de cette manière, en reconnaissant les différentes habitudes en nous, ça nous donne une meilleure compréhension. Être le bonheur dont ils ont manqué. Cette façon d'être présent, c'est un cadeau, c'est une offrande. Chaque fois que je vais à la maison, les monastiques, on a cette possibilité de rendre visite à une famille, 2, 3 ou 4 ans. C'est le meilleur moyen de tester notre pratique. Parce que revenir à la maison, papa, maman vont appuyer sur tous les boutons en nous. Si tu penses que tu es un maître zen, rentre à la maison. Vivre avec maman et papa
un mois, 2 mois ou 2 semaines. Les premiers jours, c'est c'est la lune de miel, papa, maman. Et après quelques jours, ah, pourquoi, maman, pourquoi tu es comme ça? Et le jugement arrive. Je pratique maman, je t'aime. Je pratique pour essayer d'accepter les énergies d'habitude de ma maman. Je voulais la changer. Je suis un moine. J'ai transformé par-ci, par-là. Donc je voudrais transformer ma mère. J'ai pensé, le bonheur c'est quand j'aurais transformé ma mère. C'était juste une pensée. Et c'était une perception erronée, totale. Quand je vois ma mère, comme elle est, toutes les perturbations, toutes les difficultés, toutes les luttes qu'elle a eues à traverser, je souris. Je souris à cet amour et ce soutien qu'elle m'a offert durant toutes ces années. Et d'un coup, je change complètement de regard. Et je vois mes bien-aimés comme ils sont. Et quand je les vois comme ils sont, mon cœur est ouvert. Et mon approche devient tellement différente. Je ne dis pas à maman, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu dois être plus aimante, plus consciente. J'exprime mon amour à travers mes actions. Maman, je peux faire ça avec toi si tu veux. Tu veux faire la vaisselle? Je vais le faire avec toi. Et on fait ça ensemble. Et je peux lui montrer une façon de faire qui soit aimante à travers ma manière d'être, pas à travers mes paroles. C'était un moment très puissant pour moi. J'étais très ambitieux de changer ma famille. Mais parfois, d'abord, le changement doit se passer à l'intérieur. Et plus tard, ça va pénétrer nos bien-aimés, sans même le savoir. Ma mère, un jour, est venue au village. C'était quand Taï était encore en bonne santé. Alors, avant, on pouvait boire le thé une fois avec nos parents et Taï a demandé à ma mère, qu'est-ce que tu as vu changer chez ton fils? Elle a dit beaucoup de choses. Et il a dit, et qu'est-ce que tu as vu changer en toi? Parce que maintenant c'est un moine, je suis devenue végétarienne. Mes actions quotidiennes soutiennent son aspiration. J'ai changé ma façon de porter mes vêtements. Je me dis, quand j'achète quelque chose ou quand je porte un vêtement, est-ce que ça soutient mon fils qui est sur le chemin monastique? J'étais surpris, j'étais choqué. Je n'ai jamais demandé à ma mère d'être végétarienne. Je n'ai jamais demandé de changer son style de vie. Mais c'était au moment où je pouvais changer mon approche dans ma manière d'être avec elle qui a eu un impact. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que je me sens perdu, je peux toucher cette gratitude en moi. La gratitude que tous les sacrifices que mes parents ont faits pour que je sois là. Je sais que je ne suis pas seul et que j'ai à apprendre à me réjouir du moment présent. C'est ce qui nous est offert ici. Et je ne prends pas ce moment comme acquis. Je ne prends pas cette paix comme quelque chose d'acquis, cette stabilité. Je sais combien mes bien-aimés m'ont offert et ont sacrifié pour moi, pour être ici, d'une manière. Je pourrais dire que c'est notre responsabilité
de vivre plus profondément ce moment que nos ancêtres ont travaillé si dur pour leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants, leur continuation, pour que nous puissions être là. Et ça, c'est l'amour pour tous nos ancêtres, quand on peut être plus vivant dans le moment présent. Je dois vous montrer comment faire la méditation assise, car c'est une partie de l'orientation. Sinon, l'organisation, le team d'organisation va venir à ma porte et me dire que c'est pas bien. Donc s'asseoir, la méditation assise est aussi un art. Et déjà la méditation assise, on a besoin, c'est pas lutter pour quoi que ce soit, ou d'essayer d'aboutir à quoi que ce soit. Et pendant la méditation assise, personne ne peut vous déranger. Et personne ne peut venir rien vous dire. Donc ça devient un moment pour vous-même. Et donc quand je fais la méditation assise, c'est important de trouver le bon côté d'un coussin pour que pour qu'on puisse se sentir droit mais pas rigide. Et nos genoux peuvent avoir un angle de telle manière à ce que nos genoux puissent toucher le sol. Il y a beaucoup de styles pour s'asseoir. Et donc, je vais essayer de vous montrer tous les styles de jambes pour s'asseoir. Donc là, on a le lotus complet, qui est une position yogi. C'est donc les deux jambes qui se croisent les unes les autres. Et nos mains sont sur nos genoux. Et dans cette position assise, et ça met automatiquement le dos droit. Mais si c'est trop intense, donc si vous êtes nouveau à ça, ça sera vraiment très difficile. Donc ça sera mieux. Il y a le demi-lotus, où il y a juste une jambe qui vient sur la cuisse. Donc essayez, trouvez votre espace. Et si ça aussi c'est trop difficile, on peut le mettre dans le creux du genou. On peut mettre le pied dans le creux du genou. Et on a toujours 3 points qui touchent le sol. Les deux genoux et le coccyx. Et si ça c'est trop difficile, on peut mettre une jambe l'un devant l'autre et c'est toujours le même principe. C'est qu'il faut qu'il y ait 3 points qui touchent le sol pour avoir un équilibre. Et si vous voulez faire ça, ça demande de l'entraînement, ça prend du temps. Ne soyez pas en colère contre vous-même si vous n'y arrivez pas. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours mettre un coussin sous vos nids qui ne peut pas encore toucher le sol, de telle manière à ce qu'il puisse se reposer. Et vous n'avez pas besoin de toujours vouloir absolument être dans une position comme ça, car ça peut beaucoup tendre vos muscles et ça peut vous énerver. Et il y a un autre genre, c'est de mettre le coussin entre ses jambes, c'est le style japonais, et on s'assoit dessus en étant à genoux. Mais c'est toujours le même principe.
3 points de contact, le coccyx et les 2 genoux. Et certains d'entre nous sont très grands, donc on aura peut-être besoin de 2 coussins. C'est toute une découverte et tout un art de revenir au corps pour trouver la bonne posture pour nous. Et quand on s'assoit sur un coussin, on trouve notre centre et notre tête et notre colonne vertébrale et sont alignés. Donc mon poignet, c'est ma tête et mon bras, c'est ma colonne vertébrale. Il faut vraiment être tout droit. Et vous pouvez imaginer qu'il y a une ficelle tout en haut de votre tête qui connecte tous les points de votre colonne vertébrale et de votre crâne. Mais vous n'avez pas besoin d'être rigide pour autant, vous pouvez vous relaxer. Et nos mains, voilà, vous pouvez laisser vos mains se reposer et vous pouvez être, voilà, vos mains peuvent être dans n'importe quelle position. Des fois, vous pouvez être zen et les mettre en lotus, et des fois, je veux juste être moi et je les mets sur mes genoux. Des fois, elles sont en haut, des fois, elles sont en bas. Des fois, je fais un outra avec mes mains pendant que je suis assis. Il n'y a pas vraiment de bon principe pour les mains. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elles se reposent. Et si on est assis sur une chaise, pour la méditation assise, c'est très important d'avoir les 3 points de contact. Et pour qu'on puisse sentir le sol sous nos pieds. Et c'est important qu'on soit toujours droit. On peut mettre un coussin. Si on est assis sur une chaise, on peut mettre un coussin derrière notre chaise pour qu'il puisse supporter notre dos. Mais notre dos ne doit pas toucher le dossier de la chaise. Donc, si on s'assoit droit, ça soutient notre méditation. Mais si on est affalé, ça marche pas et on va être beaucoup plus dispersé. Donc, si vous voulez pas vous endormir pendant une méditation, il faut se mettre droit parce que sinon vous allez vous endormir comme moi je me suis déjà endormi. Tout le temps je m'endormais. Et quand j'ai rejoint la vie monastique, il y avait des adolescents qui eux ne s'endormaient pas. Mais eux, vu qu'ils ne s'endormaient pas et que moi je m'endormais, je me sentais pas bien. Mais quand je m'en voulais vis-à-vis de ça, tout mon corps se sentait oppressé. Voilà, la méditation, c'est approfondir la relation avec notre respiration. Et la respiration, les 16 entraînements, la pleine... Donc on a un certain nombre d'exercices pour s'entraîner à la respiration en pleine conscience. Le premier, pendant que j'inspire, je reconnais ceci est une inspiration, ceci est une expiration, c'est la reconnaissance. Je sais que c'est une inspiration, je sais que c'est une expiration. Deuxième exercice, c'est de développer notre concentration. Donc, on peut être inconscient, mais hop, l'esprit s'en va. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que j'ai fait ça? Notre esprit est très rapide. Donc on veut développer la concentration, la stabilité dans la pleine conscience. Le deuxième exercice, suivre notre respiration du début jusqu'à la fin. Je reste avec l'inspiration, je reste avec l'expiration. Je prends refuge dans l'inspiration et je prends refuge dans l'expiration. Le troisième exercice, c'est de se connecter à son corps. On peut changer notre attention de pratique. Pendant que j'inspire, je deviens conscient de tout mon corps. Est-ce que je suis tendu? Est-ce que j'ai des tensions dans mon corps? Comment sont mes épaules? Comment sont mes mains? Comment sont mes doigts? Est-ce qu'ils sont agités?
Est-ce qu'ils cherchent un écran à presser? Est-ce que je peux me relâcher? Est-ce que je peux relâcher les tensions dans mes doigts? On peut faire un body scan, même dans la méditation, un balayage du corps. On peut sentir, on peut envoyer notre douceur vers notre corps en se connectant à notre cœur. On peut dire à notre cœur merci de battre. On peut lui dire que grâce à toi, moi je me repose, mais toi tu continues de battre. Donc merci. Et on peut avoir des visions profondes en voyant notre cœur, en lui disant merci beaucoup, tu travailles si fort, comment je pourrais t'aider? Donc juste de revenir à son corps, c'est aussi une méditation. Et le quatrième exercice, c'est d'apprendre à se relaxer, à relâcher les tensions. Relâcher les tensions sur notre tête, sur mes épaules, sur mes bras, sur mes mains. Donc ces 4 exercices sont vraiment basiques. Mais ils peuvent venir avec vous n'importe où. Surtout le premier, suivre l'inspiration et l'expiration. C'est devenu mon encre dans des moments très difficiles. Un des frères m'a dit qui s'est fait un traitement racinaire, une dent, a pris, pendant son opération, a pris refuge dans son inspiration et son expiration pour être stable. Pendant toute l'opération, son arrachage de dents, il est resté calme grâce à ces 4 exercices. Donc, ces 4 exercices peuvent être très utiles et très, très forts et très importants pour vous. Ça peut devenir une partie fondamentale de votre vie. Dans la retraite, on aura une occasion d'écouter profondément pendant les partages. Et le facilitateur de chaque famille nous dira toujours d'écouter et on pourra toujours écouter notre corps. On peut écouter les tensions dans notre corps. Donc, quand on se sentira oppressé, qu'on sentira des émotions difficiles, on pourra toujours revenir dans notre corps. On pourra toujours revenir à notre corps pour relâcher les tensions dans notre corps quand il y aura des moments difficiles au cours de la retraite. Le noble silence, la pratique du noble silence à la fin de la dernière activité, peut-être est une invitation à être en contact avec le calme de l'environnement et d'autoriser le calme de l'environnement à être présent en nous-mêmes. On peut voir qu'avec du calme autour, notre esprit peut devenir vraiment très, très excité, sauter partout. Et on peut l'aider à se relaxer avec la marche. Donc avoir la capacité d'être en silence et d'être calme dans le silence. D'avoir ce silence en nous-mêmes. Et même si on n'a pas ce silence à l'intérieur de notre tête, on peut s'y habituer petit à petit et y revenir de plus en plus. Et j'espère que vous pourrez goûter tout le côté délicieux de ce silence. Et moi, chaque fois que je marche pour traverser le village, je vois tout le monde manger le petit déjeuner en silence. C'était tellement profond de vous voir tous manger en silence.
Et ça m'a profondément rappelé d'être dans le présent. Et ce silence est aussi un support pour nous les moines, d'être en contact avec le présent. Donc ce silence est important, car on a cette habitude de partir, d'aller loin, de, de penser. Et ce bruit qu'il y a dans nos têtes peut être calmé par le silence. Euh, boire du thé. Boire du thé est aussi un art. C'est, on a une maison de thé qui est l'endroit le plus occupé de tout le village. Si vous voulez du soleil, n'allez pas là-bas. Et si vous voulez du calme, n'allez pas là-bas. Vous pouvez prendre du thé avec deux mains, aller à un endroit plus calme et vous pouvez vous réjouir d'une tasse de thé en calme. Et on a plein de conversations très belles, pleines de joie. Mais soyez aussi conscient de à quel point vous parlez. C'est une invitation seulement. Regardez combien d'énergie vous mettez dans la conversation. Et des fois, s'autoriser à être plus calme est une invitation importante pour nous. On vient juste d'avoir une retraite d'activistes et la plupart des activistes qui étaient dans cette retraite ont très l'habitude d'aller dans des conférences et ils ont beaucoup apprécié ce silence dont ils n'ont pas l'habitude tout au long de la retraite. Et ils ont tous partagé en fait, même s'ils l'ont apprécié, qu'au début ils avaient très peur. Et, et petit à petit ils ont appris à apprécier ce silence. Et des fois, même s'il y avait une pensée qu'il y a quelque chose que je peux partager, des fois ils nous disaient que, en fait non, j'ai pas besoin de partager cette pensée. Donc voilà, à la maison de thé. Si je cherche du silence, c'est peut-être la meilleure idée, c'est de partir. Donc voilà, on peut être en contact avec cette énergie. Qu'est-ce qui est le plus juste pour nous sur le moment? Le silence où vous rencontrez des gens. Chers amis, merci beaucoup pour être présents, pour être venus au village des Pruniers pour pratiquer pour vous-même, mais aussi pour la communauté qui profite de votre présence. Le village des Pruniers, c'est aussi vous, c'est surtout vous. Nous, tous ensemble, nous, nous cultivons une pratique, et même si vous êtes nouveau, vous en faites aussi partie, et votre pratique est aussi un cadeau que vous nous donnez. Votre sourire est aussi un cadeau. Et donc je vois l'équipe d'organisation qui arrive. Et j'ai invité un frère du Kyoto de venir pour nous partager sur sa pratique de la, la présence et le support dans la manière de s'habiller. C'est pas un frère, mais... C'est pour partager sur la manière de s'habiller. Bonjour, chers amis. Mon nom c'est Nicole. On m'a demandé de partager entre, entre amis quelques guidances qui sont appliquées au monastère. Une d'entre elles, c'est la manière de s'habiller pour soutenir notre propre pratique et nos autres amis Wake Up et les monastiques. Il y a quelques règles qu'on utilise au monastère. Si vous pouviez les soutenir et les pratiquer, c'est merveilleux. Ça dépend de comment aussi vous avez fait vos bagages. Donc on essaie de couvrir nos épaules, nos genoux, de manière générale, montrer un peu moins de peau qu'on a l'habitude de le faire à l'extérieur du monastère. Vous voyez que les monastiques ils ne montrent pas beaucoup de peau.
sauf, sauf sur la tête. On peut, on peut les aider à soutenir cette pratique monastique et voir pour nous-mêmes et revenir à notre propre corps, quelque chose qui soit confortable pour nous. Je voudrais aussi partager de manière très courte à propos. Nous sommes une population différente d'une autre population. Nous sommes l'invitation des monastiques pour cette retraite de regarder en revenant à soi-même comment c'est quand ça se manifeste. Je pense qu'elle parle de l'énergie de la séduction et de l'énergie sexuelle. C'est pas une répression, c'est pas quelque chose d'inadapté ou de mauvais, mais reconnaître quand ça se manifeste. C'est nos ancêtres qui voudraient qu'on les continue. Et donc ils nous poussent dans cette énergie de séduction et cette énergie sexuelle. On peut leur dire, chers ancêtres, je te vois, hein. Je vous vois, et sentir comment ça fait intérieurement. Et comme Taifapu a partagé, si vous réalisez juste revenir à moi-même et reconnaître la présence de ces énergies peut nous aider. C'est un environnement, on peut, dans cet environnement, toujours aller s'asseoir quelque part et pratiquer. Personne ne va venir nous ennuyer, donc on peut être avec ça. Et si vous avez quelques questions à propos de ça, je serai très heureuse de partager, ou vous pouvez partager avec n'importe quel des amis ici sur ce sujet. Merci. Nicole. Donc, chers amis, on va pouvoir terminer la session avec 3 sons de cloche pour se connecter à soi-même, revenir à notre présence, à notre respiration.